retrouve Ulrike pour une émission dans des conditions techniques. Peu de lecteurs savent que, de spectateurs peuvent imaginer que la technique c'est beaucoup plus compliqué qu'on imagine. Même quand on vous dit c'est très simple, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. On retrouve Ulrike, on va parler de Călin Georgescu et non pas de Georges Călinescu. Mais je trouve ça tellement mignon, Călinescu. Alors, j'en profite, on va parler des limites de la démocratie dans l'Union européenne, puisqu'il y a eu un coup d'État de l'Union européenne en Roumanie. Tu vas nous en parler. Mais je voulais quand même commencer par quelques pages de publicité en disant que hier, on a déjà eu le plaisir de faire une émission, la nouvelle émission géopolitique du Courrier des stratèges qui s'appelle Stratégone. On l'a faite avec Ulrike Reisner, avec Édouard Husson, avec Jacques Hoggard, le colonel Hoggard, avec Éric Denessé, fondateur du CF2R. C'est une très belle émission. Pendant 1 heure, on a essayé d'éclairer l'actualité internationale avec le point de vue qui est le nôtre, qui est plutôt souverainiste, ou en tout cas plutôt d'indépendance gaullienne, comme on dit en France. Et je trouve que c'est une très belle émission. Il y a beaucoup d'échos très favorables sur YouTube déjà sur cette émission que vous pouvez regarder gratuitement. Mais j'en profite tout de suite pour faire la petite publicité pour le courrier, parce que beaucoup de gens qui nous regardent sur YouTube et qui viennent pour Ulrike d'ailleurs, parce que tu les éblouis de ta beauté, de ta prestance, de ton charisme. Beaucoup de ces spectateurs sur YouTube ne savent pas forcément que le courrier est aussi un site et qu'en réalité, l'activité vidéo du courrier, elle est marginale par rapport à la dizaine d'articles de fond, d'analyse originale que nous faisons, que nous publions chaque jour sur le courrier. Et soutenez-nous, nous sommes indépendants financièrement, ça nous permet d'être originaux et de ne pas être endoctrinés. Soutenez-nous financièrement, l'abonnement au courrier est à 100 € par an, 10 € par mois pour ceux qui préfèrent l'abonnement mensuel. On redit, le courrier c'est 4 articles gratuits chaque jour de brèves de presse et puis 6, au moins 5 articles de fond sur l'actualité, dont les articles d'Ulrike Reisner sur le journal des Habsbourg, qui est la synthèse de l'actualité du monde germanique, en Europe particulièrement, puisque c'est maintenant le monde germanique se limite à l'Europe. Et donc ne manquez pas aussi de nous suivre sur le site. Ceux qui s'abonnent disent « Ah mais quelle profondeur d'analyse, on ne soupçonnait pas ça quand on ne regardait que vos émissions sur YouTube. » On parle de Călin Georgescu. D'abord, si tu veux bien, Ulrike, tu vas nous faire un point sur qui est Călin Georgescu et pourquoi on parle de lui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Călin Georgescu, il était candidat aux élections présidentielles en automne. Et, en Roumanie. En Roumanie, pardon. En Roumanie. Et Georgescu a créé la surprise en remontant le premier tour. Et ce dimanche dernier, il y avait un petit chaos parce que en Roumanie, la commission électorale centrale a interdit à ce candidat de participer aux élections en mai. Il faut maintenant un peu faire l'ordre dans la chose parce que sinon tout le monde est confusé. Alors, je vais commencer à expliquer ce qui s'est passé. Comme j'ai dit, il y avait les présidentielles en automne avec le candidat Georgescu qui a remporté le premier tour. Il faut comprendre que s'il n'y a pas un candidat au premier tour qui remporte la majorité des voix, il y a un second tour. Mais après le premier tour, il y avait des ONG romains qui ont demandé une enquête sur l'ingérence des grandes plateformes en ligne, entre eux TikTok, parce qu'on a dit que TikTok aurait influencé ou aussi payé des influenceurs en faveur de ce candidat Georgescu. On a toujours parlé, par exemple, de l'influence de la Russie, parce que Călin Georgescu, dans son programme, il y a des éléments critiques en ce qui concerne l'OTAN
et aussi il est très critique en ce qui concerne la guerre en Ukraine, Zelensky, etc. C'était le narratif. Mais il y avait aussi une enquête de la commission pour vérifier si si la loi européenne sur les services numériques a été respectée ou pas. C'était pour ça que la Cour suprême du pays a ordonné après ça, en automne, je pense que c'était en novembre, un nouveau dépouillement des voix et ils ont annulé après ça, en décembre, les élections présidentielles. Alors, ce premier tour. Parce qu'on imaginait qu'au deuxième tour, il allait On a devenir Covid. imaginé qu'il y avait des ingérences, qu'il y avait une influence de la Russie, que TikTok, par exemple, aurait payé des influenceurs pour les faire voter pour Georgescu. Maintenant, il y aura les nouvelles élections en mai. Je pense le 4 mai et le 18 mai. Ça dépend s'il y a un candidat qui remporte la majorité en premier tour. Et bien intéressant, il y avait toujours des problèmes pour Galin Georgescu. Il y avait des arrestations, il y avait des problèmes avec la police. On a dit qu'on a trouvé des armes, etc., dans sa maison. En tout cas, ça a résulté ce dimanche avec une interdiction que Calin Georgescu soit encore candidat au présidentiel. Bien sûr, si on regarde les réseaux sociaux, si on regarde les médias d'élite européenne, c'est toute une question de la démocratie. Alors, il faut garder la démocratie. Ce candidat Georgescu, il est un puppet comment on dit en français, une marionnette. Une marionnette. Une marionnette de la Russie, il est contre l'OTAN, il est un danger pour l'Europe, etc. Mais au courrier, pour nous, c'est toujours important de montrer aussi les grandes lignes, hein, pour mieux comprendre peut-être les circonstances, parce que moi, je suis toujours très critique. Si on observe les réseaux sociaux, si on observe les élites à Bruxelles, etc., c'est un patati et patata chaque jour. Et c'est pour ça que beaucoup de gens deviennent confusés. Et je comprends ça. Hein, parce que si tu as des petits trucs d'information chaque jour dans ton mobile, etc., ça te confuse. C'est pour ça que j'aime bien dessiner les grandes lignes et expliquer maintenant pourquoi la Roumanie est un pays stratégiquement important. Si je dis stratégiquement important, ça veut dire stratégiquement important non seulement pour l'Europe, pour l'UE, pour l'OTAN, mais aussi stratégiquement important pour la Russie. Ça, c'est clair. C'est pour ça, je vais expliquer un tout petit peu parce que il s'agit toujours des matières premières, il s'agit de l'énergie, il s'agit des routes commerciales et ce sont les raisons pour lesquelles les zones géographiques deviennent intéressantes pour des bases militaires. Et la Roumanie, en Roumanie, en ce moment, est construit la plus grande base militaire de l'OTAN en Europe. C'est au bord de la mer Noire. La mer Noire, on peut imaginer ça, c'est une zone stratégiquement énormément importante. On a entendu, je pense que Édouard Husson a toujours souligné ça hier dans notre émission de Stratégos. Stratego, il a souligné qu'il y a aussi des entrées des Britanniques en ce qui concerne la mer Noire. Et bien sûr, la mer Noire est assez importante pour les Russes,
parce qu'il y avait la base militaire, la base navale là-bas, et c'était aussi l'un des causes pourquoi toutes ces crises autour de l'Ukraine ont commencé. Alors la Roumanie est assez importante comme base militaire pour l'OTAN. Plus il faut constater que au fond de la mer Noire, au large des côtes roumaines, se trouve l'immense gisement de gaz qui s'appelle Neptune Deep, environ 100 milliards de mètres cubes de gaz. Et c'est aussi un point qui est intéressant à savoir. De plus, route commerciale, n'oublions jamais la Danube, le corridor Rhin-Danube pour la commerce. Alors, on peut imaginer que c'est pas égal comment se situe la Roumanie dans ces circonstances. Et pour moi, c'est toujours intéressant de dessiner des grandes lignes pour expliquer qu'il y a un grand intérêt de la partie de l'OTAN et de Bruxelles de garder la Roumanie sous contrôle. Et si tu prends, prends maintenant la constitution de la Roumanie, il faut constater que c'est le président de la Roumanie qui est le généralissime de l'armée. Tu vois ce que je veux dire. Alors, Et c'est un vrai président. C'est pas, si tu me permets de te taquiner, ce n'est pas comme le président en Allemagne ou en Italie ou en Autriche qui a un rôle plus effacé. En Autriche, mon cher, en Autriche, c'était le doigt allemand, pardon. Non, en Autriche, c'est toujours le président qui est le généralissime de l'armée, mais l'armée autrichienne, non. En tout Oui, cas, en Roumanie, le président a un rôle oui, effectif oui, qui absolument, parce que n'est pas neutre. après le socialisme, c'était, on a réécrit, disons comme ça, on a réécrit les constitutions dans l'Europe de l'Est. Il y avait des pays qui se sont orientés plutôt vers l'Allemagne et il y avait des autres pays qui se sont orientés plutôt vers les États-Unis ou la France. Et la Roumanie s'est orientée plutôt vers États-Unis, France, avec un président qui a un certain rôle et aussi des possibilités de manœuvre. Et ça, c'est important de savoir. C'est pour ça que je constate tous ces narratives qu'ils ont joué maintenant avec la démocratie, l'ingérence du TikTok, etc. C'est très difficile à vérifier, mais ça sert, selon moi, à une certaine stratégie pour détourner notre concentration. Parce que ça évoque tout ça comme une petite crise. Il y a une crise, il y a toujours des crises. Et si tu observes les sociétés, je pense que c'est peut-être la même chose en France, mais en Autriche, en Allemagne, les sociétés deviennent de plus en plus confusées par ces crises. Et avec Georgescu, c'est tout à fait la même chose. On évoque une crise de la démocratie. Il faut éviter qu'un homme comme Georgescu, qui est contre l'OTAN, qui est contre l'Ukraine ou contre le soutien de l'Ukraine, il faut éviter ça parce que ça nous rend en danger en Europe. Europe United, tout ça, c'est un narratif qui devient très clair en ce moment. Mais en réalité, je pense qu'il faut toujours observer les grandes lignes, les grandes stratégies. Et je constate bien sûr que la Roumanie est assez important pour l'OTAN, pour Bruxelles et aussi pour les États-Unis, parce qu'il faut constater que aussi l'industrie de l'armement s'implique en Roumanie, par exemple Rheinmetall. Rheinmetall est une industrie d'armement origine allemande,
mais maintenant dominée par des grandes compagnies financières des États-Unis, comme BlackRock, etc. Et ils impliquent aussi, par exemple, par la construction des véhicules militaires. Et il faut aussi constater, en Roumanie, maintenant, sont reparés des équipements militaires provenant d'Ukraine. C'est pour Alors, ça, on peut bien comprendre, c'est pas égal qui devient président de la Roumanie. ce que tu nous dis au fond, c'est que à un moment où on sent bien que le conflit en Ukraine va devoir s'arrêter sur une victoire russe, et on sait que la Russie vise Odessa, vise la reprise de la côte sur la mer Noire, de la côte ukrainienne sur la mer Noire. Au fond, l'Union européenne et l'OTAN derrière elle, puisqu'on a tous compris que c'était l'OTAN qui était au centre des décisions, l'OTAN veut garder un accès très important à la mer Noire, Oui. avec les stocks de gaz que tu as dit, etc. Mais tout le monde anticipe un effondrement de l'Ukraine et l'OTAN ne peut pas se permettre de perdre la Roumanie qui est, on le redit, qui jouxte l'Ukraine. Donc c'est après la Roumanie, il y a Oui, rien tout à plus fait, tout à Moldavie, fait. puis il y a l'Ukraine. Oui, tout à fait. C'est une question stratégique, mais pas à court terme. C'est une question stratégique à long terme, parce que si c'est permis, je vais faire un petit rappel historique. C'était aussi le Wehrmacht d'Allemagne Mmh. qui était bien intéressé en Roumanie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grands volumes de gaz et de pétrole là-bas. Alors, tu vois, c'est toujours une question du valeur stratégique. Et la Roumanie, en ce moment, bien sûr, a une valeur énormément importante. Et si tu regardes la cartographie de l'Europe, personne ne sait comment ça va se passer avec l'Ukraine. Mais en ce qui concerne le côté russe, c'est clair, les Russes ont toujours dit que c'est pas acceptable que l'OTAN euh, prend le terrain juste avant les portes russes. C'est pour ça, bien sûr, maintenant, il y a ce bouleversement parce qu'en Ukraine, comme j'ai dit, on ne sait pas comment va se passer. Alors, la mer Noire devient euh, une zone géographique bien importante en ce qui concerne la stratégie militaire. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est remettre dans le contexte encore plus large, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a une crainte profonde dans l'Union européenne de voir des gouvernements non pro-américains arriver au pouvoir. Ça a été le cas avec Robert Fico en République slovaque, qui a mis de l'eau dans son vin. On sait que Viktor Orban est haï par une grande partie des gouvernements européens, sachant que Viktor Orban, en réalité, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas anti-russe, mais il n'est pas anti-américain non plus, et il est autant pro-américain que pro-russe, et que donc il est parvenu à mélanger les choses. Mais en France, on va avoir fin mars une décision très importante du Conseil constitutionnel sur une éventuelle inéligibilité de Marine Le Pen, au moment où le bras droit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, est invité en Israël pour parler de l'antisémitisme, et donc tout le monde interprète ça comme, au fond, une intégration de Jordan Bardella, futur successeur de Marine Le Pen, dans la sphère OTAN dont Marine Le Pen se tient éloignée. Et donc, on peut difficilement ne pas mettre en miroir, en balance, l'exclusion de Caline Georgescu et l'exclusion possible de Marine Le Pen des élections, parce que l'Union européenne, au fond, n'aime pas les candidats qui lui résistent. Ah oui, mais je trouve ça c'est très intéressant en ce moment et je veux bien expliquer ma position un peu parce que en tant qu'Autrichienne, ce sont tous mes voisins.
C'est-à-dire, c'est Monsieur Fico qui est un voisin, c'est Monsieur Orban aussi. Et il faut constater, bien sûr, que la politique de Fico, par exemple, ou de Viktor Orban, c'est une politique plutôt populiste. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire populiste? Populiste, c'est une politique, selon moi, qui s'oriente vers le peuple. C'est-à-dire écouter ce que disent les gens, accepter aussi qu'il y a une volonté dans la société, etc. C'est populiste. Mmh. Trouver une majorité d'acceptance dans la société. Et il y a quelque chose qu'il faut souligner parce que dans notre débat, à l'échelle de l'UE et à l'échelle de l'OTAN, etc., on dit toujours ah c'est antidémocrate, c'est anti anti-UE, c'est Brexit, Frexit, etc., etc. Mais si tu observes ce que font des hommes comme Viktor Orban ou de Fico, par exemple, ils essayent bien de garder ou de retrouver la souveraineté des États. Et ça, pour moi, est important parce qu'il faut toujours penser à l'échelle de l'UE, il y a des traités et les souverains sont les États. Et on oublie ça parce qu'on pense c'est à Bruxelles et on décide à Bruxelles. Et si tu prends comme exemple la décision de la Commission avec le Conseil d'avoir 800 milliards d'euros pour le rearmement de l'Europe, il faut dire, bon, c'est qui décide ça? Ce sont les États-Unis et, pardon, ce sont les États membres qui décident. C'était, tu sais, dans la langue allemande, il y a une phrase pour ça, c'est un freudscher Versprecher. Tu comprends ce que je veux dire? Un lapsus révélateur. Exactement. Non, ce que je veux dire, ce sont les États membres qui décident et dans les États membres, ce sont les parlements qui décident. Et on a vu ça en Pays-Bas parce que, et je pense avant-hier, il y avait un vote dans le Parlement du Pays-Bas contre ce paquet de 8 milliards d'euros à l'échelle de l'UE parce que la majorité au Parlement a dit, bon, c'est des nouvelles dettes, merci, on en a beaucoup, on en a assez, on ne va pas voter pour. Et il ne faut jamais oublier ça parce que les souverains, ce sont les États membres. Et moi, j'observe que tous les partis, comme le Rassemblement national, comme l'AfD, comme les partis de Fico ou de Viktor Orban, qui se concentrent sur la souveraineté, de garder au moins un peu de souveraineté des États, ils sont constatés antidémocrates, anti-Bruxelles, anti-l'OTAN, etc. Et ça, c'est un narratif, ça, c'est un jeu qui est bien dangereux pour l'Europe parce que les sociétés ne l'accepteront pas. Pourquoi tu penses ça? Et je pense ça parce qu'il y a toujours une réalité dans la rue. La réalité, ça se passe pas dans les réseaux sociaux. La réalité, ça se passe pas à Bruxelles. À Bruxelles, il y a des politiciens, il y a des bureaucrates, il y a des gens qui décident quelque chose, mais la vie, ça se passe dans les rues. Et si tu regardes les rues, la vie dans les rues en Autriche, en Allemagne, en ce moment, on voit que la crise est arrivée, c'est-à-dire il devient de plus en plus important pour les gens de savoir comment payer pour la vie, comment soigner les malades, comment soigner les vieux, etc. C'est pour ça de plus Bruxelles ou l'OTAN ou les élites ou la caste, comment on peut dire, hein, de plus ils essayent de contrôler
et de manœuvrer la société, des plus il y aura des problèmes. C'est-à-dire, il y aura des manifestations, il y aura aussi des perturbations, hein, parce que, comme j'ai dit, moi, je suis sûre qu'un contrôle total de la société, c'est impossible. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'une société est une société avec de l'émergence. Et s'il y a de l'émergence, tu ne peux pas contrôler tout. Hein. Qu'est-ce que Nous tu sommes pas appelles l'émergence? L'émergence, ça veut dire que il y a toujours des événements qui construisent des autres influences. Il y a, par exemple, des réseaux sociaux qui interagissent. C'est pour ça qu'il y a tant de choses. En fait, je te coupe Ulrich, mais je trouve dommage que tu ne cites pas cet excellent auteur, philosophe, économiste autrichien qui s'appelle Friedrich Hayek, Okay. qui parlait d'ordre spontané. Lui, il a ce que tu appelles l'émergence. Chez les libertariens, ça s'appelle l'ordre spontané. Oui. Pardon, non, je te laisse la Non, pas du tout, pas du tout. Je dire ce que j'avais à dire. Je suis heureux que tu fasses l'éloge de l'ordre spontané. Non, je te laisse l'honneur de montrer aux spectateurs que tu saches ça. Pas du tout, pas du tout. Mais je souhaite partager ces choses. Non, mais comme je veux dire, c'est impossible de contrôler une société. Ça existe peut-être dans les têtes et des élites, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est pour ça que je pense de plus, on essaye de manœuvrer et de contrôler la société, de plus de problèmes on aura. Bon, on te retrouve de toute façon désormais chaque mercredi. Enfin, Oui, l'émission Stratégone, c'est la table ouverte, comme on dit. la table ouverte, oui. L'auberge espagnole, viens qui veut. Et puis on te retrouve le jeudi pour ces chroniques européennes où tu nous donnes un éclairage extrêmement important puisque tous les Français savent que à une époque, la communauté européenne était plutôt franco-centrée, c'était la France qui était un peu la puissance dominante. Et depuis l'horrible réunification allemande, je promets de faire une capsule pour expliquer pourquoi je reste encore opposé à la réunification allemande. Je suis, tout le monde le sait, pour quelque chose qui est horrible et inaudible. Je suis pour le démantèlement de l'Allemagne. Mais depuis la réunification allemande, l'Europe est centrée autour de l'Allemagne et donc c'est extrêmement important de comprendre l'Europe du point de vue germanique puisque c'est vous, d'une certaine façon, qui inspirez Ursula von der Leyen. Si tu discutes à la réunification de l'Allemagne, tu vas m'inviter Ah ben, dans cette émission? Mais toi, tu es pour ou contre la réunification? Ah, je vais te dire. Ah. Après. Mais toi, tu es pour la réunification de l'Empire des Habsbourg. Je vais me préparer. Non, on va avoir un débat à la française. Bon, eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est que jeudi prochain, on fait un débat sur fallait-il réunifier l'Allemagne. Mais il faut que tu apportes un peu de contradiction parce que Ah, on va avoir de la contradiction. Je peux te promettre. chic, ça va être la bagarre. C'est ça, exactement. À la semaine prochaine, À la Ulrike. semaine prochaine, avec plaisir. À Bonne bientôt. journée.